Bonjour ou rebonjour à tous, je suis Mickaël Dilecadé, je vais vous faire la présentation de ce webinaire sur Caneco HT, Caneco TCC aujourd'hui. Nous allons commencer cette présentation ensemble. Alors, voici comment va se dérouler cette présentation. On va d'abord parler rapidement de l'entreprise Alpi qui édite le logiciel Caneco HT, Caneco TCC. Et ensuite, je vous parlerai dans un premier temps de la façon dont on va dimensionner une installation HT, quels sont les points particuliers auxquels on prête attention en termes de calcul en tout cas. Et après, dans un second temps, je vous ferai la présentation des logiciels. Alors, en passant plus de temps sur Caneco HT, bien sûr, et en faisant ça en deux étapes. C'est-à-dire que dans un premier temps, je ferai une petite affaire, un petit départ HTBT pour bien vous montrer l'ergonomie. Je la ferai de A à Z. Donc, on verra bien les différentes étapes qui sont nécessaires à la saisie, à la modélisation, à la saisie des informations de l'installation et à son calcul. Et dans un second temps, je vous ouvrirai une affaire que j'ai déjà réalisée ailleurs avant de faire ce webinaire pour vous montrer un peu plus les capacités du logiciel. Alors, si on avance un petit peu dans la présentation, voilà, donc on va commencer par quelques mots à propos d'Alpi. Alors, Alpi, c'est d'abord, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire application logicielle pour l'ingénierie. C'est une société qui édite des logiciels techniques pour les métiers de l'électricité depuis 1986. Et donc là, mes chiffres sont un petit peu vieux, puisque nous ne sommes plus 50 personnes, mais environ 70 à présent. Nous sommes situés à Colombes, dans la banlieue parisienne, à côté de la Défense. Alors, nous sommes plus particulièrement connus au travers de notre gamme de logiciels Caneco, et donc qui comprend Caneco BT, notre logiciel étendard, et qui en plus comporte excusez-moi l'expression, toute une gamme de logiciels pour traiter les différents métiers de l'électricité. Donc, au travers de notre logiciel Caneco BT, nous avons 80% de part de marché en France et nous sommes les leaders européens dans le calcul des installations électriques. Donc, bien sûr, aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus particulièrement au logiciel Caneco HT et Caneco TCC. Et dans un premier temps, comme je vous l'ai dit, nous allons d'abord discuter de la manière dont une installation HTA sera traitée avec le logiciel. Alors, je vois qu'il y a une question. Non, c'était juste un bonjour. Ok, bon, bah, bonjour également. Donc, nous allons d'abord commencer par parler des normes. Alors, qu'est-ce qui se passe en France au niveau des normes? Nous avons la C13200 qui va venir nous décrire toutes les règles de dimensionnement de l'installation, que ce soit au niveau des modes de pause et des calculs de courant de court-circuit, bien que celle-ci, depuis sa nouvelle version de 2009, elle s'appuie grandement sur la 6909, l'IEC, l'ancienne norme européenne qui est passée IEC pour le calcul des courants de court-circuit. Donc, toute installation privée en France doit s'appuyer sur la C13200. Et nous avons aussi la C13100 qui est la norme qui va nous définir la manière dont doit s'interfacer notre installation C13200 avec le réseau du distributeur d'énergie. Alors, en quoi ça va nous concerner plus particulièrement? Donc, d'un point de vue pratique, ça va nous définir la manière dont notre poste doit être constitué. Et d'un point de vue calcul électrique, ça va nous dire typiquement comment on doit choisir nos protections principales de connexion au réseau. La protection qui est symbolisée A ici symbolisée D plutôt, excusez-moi, ici sur notre petit schéma. Alors, maintenant, si on s'intéresse plus à l'export, on va avoir dans le logiciel la 6909, bien sûr, donc qui est aussi utilisée pour la France, mais au travers de la C13200. Donc cette norme est très importante, c'est celle qui nous décrit la manière dont les courants de court-circuit seront calculés dans les réseaux triphasés, et ce, peu importe le niveau de tension. Donc là, ça va vraiment nous intéresser parce que si en HTA, on va surtout traiter des installations jusqu'à 33 kV, 630 ampères, c'est-à-dire les limites de la C13100,
on va aussi pouvoir calculer avec de la 6909 des installations qui seront beaucoup plus hautes en niveau de tension ou beaucoup plus basses. C'est-à-dire qu'avec un EcoHT, on pourra descendre même dans le domaine de l'ABT. On verra jusqu'où et avec quelles limitations. En ce qui concerne donc les autres normes de l'export, il y en a une qui ne figure pas ici, pourtant qui est importante, c'est la 60502, qui est le pendant de la C13200 pour les installations à l'export. Et après, on va avoir la BDE 276 pour les modes de pause en Allemagne. Voilà, les modes de pause pour les installations en Allemagne. Normes spécialisées, on intègre aussi la 61363 et la 60092. Ce sont les deux normes qui vont encadrer les installations des normes marines, donc sur les bateaux ou sur les installations offshore. C'est intéressant dans le cas, par exemple, où on doit interfacer une installation HTA avec une alimentation de navire, par exemple. Donc, je pense aux chantiers navals qui sont assez intéressés par ce type de normes. Alors, quand on va dimensionner le matériel de notre installation, on va être intéressé à deux états principaux, le fonctionnement normal, donc tension assignée, courant assigné, et la tenue en court-circuit. Donc en fonctionnement normal, on va s'intéresser, on va vérifier que pour les câbles, le critère du diesel, le critère des surcharges, bien sûr, que le courant qu'on peut faire passer par rapport au mode de pause et au facteur de correction, donc que notre câble soit bien dimensionné pour faire passer ce courant. Et en tenue en court-circuit, on va s'intéresser par exemple à la contrainte thermique, c'est-à-dire à la capacité du câble à dissiper l'énergie apportée par le court-circuit sans endommager l'isolant. On retrouve les mêmes préoccupations pour le matériel. Typiquement, on va vérifier que les courants assignés, que ce soit de nos cellules ou de bobines, de tout matériel, de tout équipement qu'on pourra ajouter dans notre installation, puissent tenir les conditions normales d'utilisation et de la même façon qu'ils puissent tenir un courant de court-circuit pendant le temps de fonctionnement de la protection achetée. Bon, la tenue sur tension, c'est un autre domaine de protection foudre. Alors, pour ce que je disais au niveau des câbles, on va s'intéresser aux deux critères de dimensionnement, donc le courant admissible, avec donc toujours notre courant d'emploi, les facteurs de correction, et on doit s'assurer que le courant admissible de notre câble soit supérieur ou égal à donc notre IB déclassé. Enfin, on peut prendre cette équation dans un sens ou dans un autre. Soit on va venir déclasser le IZ, soit on va venir augmenter artificiellement le courant d'emploi pour tenir compte des conditions de pose du câble. Et on en déduit une section, première section. Deuxième critère de dimensionnement, la contrainte thermique. Là, cette fois-ci, on va calculer notre section par rapport à l'équation K2S2 supérieure à I carré T, qui est l'équation donnée par la norme, mais en gros, c'est un bilan de puissance pendant le temps du courant de court-circuit. Et on va déterminer une autre section qui est donnée ici. Et ce que va faire le logiciel, c'est qu'il va prendre bien entendu la plus défavorable, c'est-à-dire la plus grosse des deux sections, pour être sûr d'être conforme avec la norme. Là, on parle d'un dimensionnement dans le cadre de la C13200. Alors, on va avoir aussi le calcul de la chute de tension, excusez-moi, qui va être réalisée par le logiciel, mais la chute de tension dans la C13200 est traitée d'une manière un peu particulière. Ce n'est pas comme dans la C1500 où on a des valeurs à ne pas dépasser en fonction des cas dans lesquels on se trouve. Là, ça va plutôt être des préconisations à ne pas dépasser pour s'assurer du bon fonctionnement de l'installation. Typiquement, lorsqu'on a des moteurs, on va éviter de dépasser 10 à 15% de chute de tension, sinon nos moteurs ne démarreront pas. Voilà. Après, si on a des départs, des longs câbles de convoiement, on va aussi faire attention de ne pas avoir une chute de tension trop importante. Ça veut dire qu'on a des pertes en ligne sur notre câble qui sont préjudiciables et éventuellement une tension reçue au niveau du bout du câble qui ne sera pas compatible avec l'utilisation qu'on veut faire de l'installation navale. Alors, en ce qui concerne nos protections, ce que l'on va pouvoir faire avec un EcoHT et un EcoTCC, ça va être le réglage du ou des seuils de déclenchement au niveau des relais de protection, le réglage de la temporisation et avec les calculs des courants de court-circuit,
on va pouvoir aussi s'intéresser aux caractéristiques physiques du disjoncteur, c'est-à-dire son pouvoir de coupure et fermeture. Pareil pour les inters, pour les pouvoirs de fermeture. Et ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'on va utiliser le courant de court-circuit biphasé minimum pour le réglage des seuils de déclenchement des protections phase et le courant de défautaire pour le réglage des protections homopolaires. En ce qui concerne les pouvoirs de coupure, on s'intéressera bien entendu au courant de court-circuit maximum que l'on va avoir sur notre installation, de telle façon à pouvoir s'assurer que notre disjoncteur fonctionnera dans toutes les conditions auxquelles il sera confronté. En ce qui concerne les fusibles, on va bien sûr pouvoir faire le choix du calibre par rapport à l'IB, courant d'emploi à la liaison, donc en mettant un petit facteur 1,15 ou 1,3 en fonction du type de fusible et du domaine de courant dans lequel on se trouve, et on va pouvoir, à l'aide du courant de court-circuit biphasé min, voir en combien de temps, quel est le temps maximum que le fusible risque de mettre à fondre, et voir à partir de ce temps-là si nos équipements de notre installation peuvent tenir ce courant pendant le temps de fusion du fusible. Alors là, je parle très succinctement. Il y a bien sûr d'autres choses qu'on va pouvoir vérifier, hein, tout ce qui est dimensionnement, directement. C'est-à-dire que le Caneco HT va pouvoir nous donner toutes les billes nécessaires pour le dimensionnement, le choix, par exemple, des transformateurs de courant pour à associer au relais de protection. On va pouvoir faire le dimensionnement des cellules aussi, toujours par rapport aux courants de court-circuit qui seront calculés. Donc, on va pouvoir faire un dimensionnement assez avancé, complet de notre installation HT. A ou B, en fonction du domaine de tension dans lequel on va se trouver. Voilà, donc maintenant que j'ai fait un tour assez succinct et rapide du dimensionnement d'installation HTA, on va passer à la démonstration des logiciels. Donc ce que je vais faire, c'est comme je vous l'ai dit en introduction de cette présentation, je vais à présent faire une petite affaire dans Caneco HT, c'est-à-dire juste un tout petit départ, une arrivée réseau, une protection générale C1300, donc on va se passer dans le cas où on est dans une installation C1300, et on va avoir juste à partir de notre poste HT ainsi créé, un départ transfo HTBT vers un TGBT. Pourquoi je fais un petit truc comme ça qui serait totalement dimensionnable dans Caneco BT? C'est juste pour vous montrer l'interface, l'ergonomie du logiciel, savoir comment on manipule le logiciel, et rapidement, pour pas que ça prenne 3 heures non plus. Et après, je vous montrerai une affaire qui est déjà dimensionnée, de plus grande ampleur, pour vous montrer les caractéristiques, les capacités, pardon, plutôt du logiciel. Alors, là, vous êtes dans l'interface, devant l'interface du logiciel telle qu'elle est lorsque l'on lance le logiciel et qu'on n'a pas encore créé d'affaire. Pour créer une affaire, bon, c'est comme dans tous les principaux logiciels, on va faire fichier, nouveau, et là, on va commencer à créer une nouvelle affaire. Première chose que l'on va avoir à faire lorsqu'on débute une affaire dans Caneco HT, ça va être de choisir l'espace de travail dont on a besoin pour modéliser notre installation. Moi, dans le cas de mon petit départ HTBT, je vais me contenter d'un A4, un format A4, d'un fond de folio en A4, vertical avec cartouche, mais très rapidement, on va constater que nos installations, elles vont s'étaler, et dès qu'on va commencer à avoir plusieurs départs ou une boucle, on va plutôt avoir tendance à aller chercher du A3, du A2, voire plus en cas de besoin. J'ai choisi mon fond de folio, il apparaît en arrière, et là maintenant le logiciel, il va me demander à présent si, quelles sont les options de calcul que je veux prendre pour calculer mon installation. Alors la fréquence, donc la plupart d'entre nous resteront en 50 Hz. Maintenant, vous pouvez par exemple passer en 60 dans le cas où vous vous intéressez aux installations export ou alors sur des bateaux. Les normes qui sont disponibles dans le logiciel, donc j'en ai dit quelques mots à l'instant, je vais vous remontrer ici les normes qui sont disponibles. Donc on dispose bien sûr de la C13200 dernière version 2009 qui s'appuie sur la 6909 pour les calculs de courant de court-circuit. On dispose également de la C13200, ancienne version, donc très intéressant par rapport à la disponibilité de ces deux normes, c'est que souvent vous serez peut-être amené à
à intervenir sur une installation existante, ancienne, qui a été dimensionnée selon l'ancienne C13200 et qui est donc réputée conforme puisque c'était la norme en vigueur à l'époque. Par contre, maintenant, vous devez faire une extension à cette installation avec la nouvelle C13200. L'avantage que vous allez avoir de disposer de ces deux normes ici, c'est que vous allez pouvoir modéliser l'ensemble de l'existant dimensionné avec l'ancienne C13200 directement dans Kaneko-HT, directement avec l'ancienne C13200, verrouiller l'affaire une fois que vous avez modélisé l'existant, de telle façon à ce que vous allez pouvoir avoir tous les courants de court-circuit aux différents tableaux de l'existant, et maintenant, une fois que l'affaire est verrouillée, changer de norme, passer avec la nouvelle C13200 et continuer votre extension avec la nouvelle norme. Comme ça, vous pourrez faire cohabiter les deux normes dans la même affaire et avoir le dimensionnement le plus précis par rapport aux contraintes normatives auxquelles vous devez vous soumettre. Si maintenant je vais vous montrer les normes à l'export, ici je vais choisir la IEC 6909, donc qui est la norme de référence pour le calcul du courant de court-circuit, et là je vais avoir accès, donc là j'ai une version France installée sur mon ordinateur, donc je n'ai que la 60502, mais si jamais j'avais la version internationale ou la version allemande, j'aurais également accès à la VDE. Là, typiquement, si je fais cette affaire avec la 6909 et la 6502, eh bien, je vais pouvoir toucher toutes les installations des pays qui répondent aux normes IEC et qui n'ont pas de normes plus contraignantes que la 6502 à appliquer pour dimensionner l'installation. Pour les besoins de la présentation, je resterai classique, je resterai sur la C13200 de 2009. Alors, quels sont les autres critères ici auxquels on a accès? Donc, on a accès au facteur de tension, donc ce petit facteur C qui nous permet de calculer la source équivalente de tension de court-circuit, et le C qui va permettre de tenir compte de la fluctuation de la tension du réseau amont qui va nous alimenter. Si on est embêté, on va considérer qu'on fluctue entre 95 et 105% de la valeur nominale de la tension, et si on est en acheté, on va fluctuer entre 100 et 110% de cette valeur-là. Ensuite, calcul du courant de court-circuit coupé IB et composante continue IDF. Là, ça va être un cas particulier lorsqu'on a un alternateur ou qu'on est alimenté que par des alternateurs, donc si on a une source secours alternateur ou si on est IoT sur alternateur. La norme C13200 et 6909 nous font calculer les courants de court-circuit de manière un petit peu particulière pour tenir compte du fait que notre alternateur va s'essouffler au cours du temps lorsqu'il va devoir alimenter un défaut. Et on nous demande ici quel va être le temps de déclenchement de notre protection achetée, de telle façon à ce que l'on puisse voir en combien de temps on va intervenir et donc quelle sera la valeur du courant à couper au moment où la protection va intervenir, d'où le terme courant coupé IB qui sera utilisé pour le dimensionnement des protections. Donc là, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, ça fait l'objet d'une étude particulière et éventuellement d'une formation que l'on propose ici chez Alpi si vous êtes intéressé par le sujet. Dernière option ici dont on dispose, ça va être le calcul des contraintes thermiques des câbles qui sont protégés par des fusibles. Alors, deux cas de figure, soit on fait un calcul simplifié où le logiciel vérifie juste si le fusible fond et prend, dans le cas où ils font, un temps de fusion forfaitaire à 100 millisecondes. Et sinon, si on veut vraiment pousser les choses jusqu'au bout pour voir comment notre fusible va se comporter, on peut demander au logiciel d'aller vérifier sur la courbe de fusion du fusible qu'on aura choisi parmi la base de données dont on dispose dans le logiciel, et donc en combien de temps, le fusible va fondre par rapport au courant de court-circuit biphasé que l'on aura au niveau de notre fusible. Alors, une fois que j'ai fait cela, je fais OK et je vais pouvoir commencer le dimensionnement de mon installation. Donc je vais passer très rapidement sur la possibilité de personnaliser l'affaire. Donc là, si je vais dans les informations générales projet, je vais pouvoir donner un titre à mon affaire, dire pour qui je fais le dimensionnement de mon installation, qui fait l'étude, en l'occurrence ici c'est moi, les options d'impression et les statistiques. Ça, je passe très rapidement, c'est quelque chose qui est commun à tous nos logiciels, la façon de personnaliser l'affaire
que l'on est en train de traiter. Par contre, là, ce qui va nous intéresser plus, c'est la manière dont je vais pouvoir modéliser mon installation. Alors, vous voyez ici, j'ai mon fond de folio et je vais venir dessiner directement mon installation sur ce fond de folio. Alors, comment je vais faire? Je vais disposer d'une bibliothèque de symboles, d'équipements, que je vais pouvoir utiliser pour ma modélisation. Donc, tout d'abord, je dispose de sources, que ce soit une arrivée réseau ou un alternateur synchrone. Ensuite, une mise à la terre, donc ça va être des générateurs de courant homopolaires. Les tableaux, ça va être les jeux de barres, tout simplement. Protection, donc ici je vais disposer de disjoncteurs, de contacteurs, de fusibles, d'inter, des sectionneurs qui sont mis dans les protections, même si ça n'en sont pas, ce n'est que de la commande. Ensuite, les transformateurs. Transformateurs, on a tous les couplages usuels qui sont utilisés dans nos installations HTA, et des transformateurs 3 enroulements. Ensuite, nous avons les moteurs, donc moteur asynchrone et moteur synchrone. Alors ça, ce sont des charges qui sont un petit peu particulières, puisque un moteur, surtout asynchrone, lorsqu'il entraîne une charge avec un mouvement d'inertie, lorsqu'on coupe l'alimentation aux bandes du moteur, celui-ci est toujours entraîné par la charge, par l'inertie de la charge. Du coup, le moteur change de cadran de fonctionnement et il devient une génératrice de courant court-circuit. Et il faut faire attention, notamment dans les installations industrielles, lorsqu'on commence à avoir des fortes puissances de moteur, il faudra faire attention que la contribution au courant de court-circuit ne vienne pas associée à celle du réseau, ne viennent pas faire dépasser les caractéristiques en courant de coupure, en pouvoir de coupure, en pouvoir de fermeture, des protections et des cellules que l'on aura mis dans notre installation. Donc c'est pour ça que ici nous on en tient compte dans Canet-Coché dans nos calculs et c'est affiché dans les résultats de calcul de courant de court-circuit, je vous montrerai tout à l'heure. En ce qui concerne les charges plus classiques, on dispose de charges statiques. Ces charges statiques ici sont juste des consommateurs tout simples qui permettent, dans le cadre des calculs de courant de court-circuit, de définir un courant et un facteur de puissance qui sera utilisé par le logiciel pour calculer la chute de tension. Les batteries condensateurs, toujours dans le cadre de la chute de tension pour faire du redressement de Cosfi. Là, les étiquettes de liaison, on verra ensemble tout à l'heure ce que cela permet de faire. Alors, si je commence à faire mon petit départ HTBT, je vais tout simplement commencer par décrire le réseau sur lequel je vais me raccorder. Alors pour cela, ce que je fais, c'est que je vais faire un simple glisser-déposer de mon arrivée réseau sur mon fond de folio. Et maintenant que j'ai glissé cet équipement sur mon installation, je vais à présent venir la paramétrer. Alors pour paramétrer tout ça, c'est assez simple. Je vais double-cliquer dessus. Voilà. Donc j'ai ma fenêtre de paramétrage qui apparaît et je vais mettre deux temps. En fait, je vais paramétrer cette fenêtre en deux temps. Je vais d'abord m'intéresser aux caractéristiques triphasées. Je vais commencer par mettre la tension. Donc ici, on va supposer qu'on est en 20 kV. Et ensuite, je vais dire au logiciel comment le réseau amont contribue au courant de court-circuit phase que je vais avoir sur mon jeu de barre de livraison. Alors, ici, j'ai trois façons de lui dire. Soit je renseigne les puissances de court-circuit. Donc on sait que dans nos boucles HTA, en général en Ile-de-France et même dans les grandes agglomérations, la puissance de court-circuit va varier entre 200 MVA, enfin 100 MVA peut-être, et 433 MVA. Ça, c'est ce que nous communique EDF. En toute logique, lorsque vous faites une nouvelle installation que vous allez raccorder au réseau du distributeur, celui-ci doit vous fournir ces informations. Donc là, quand vous êtes en préétude, vous pouvez bien entendu mettre ici 433 et ici 200 ou 100 MVA. Mais ce qui sera important, c'est pour la suite, c'est d'avoir ces informations, les informations réelles, pour que vos calculs de courant de court-circuit soient les plus justes possibles. Ensuite,
Si vous fonctionnez toujours par rapport aux puissances de court-circuit, vous devez aussi renseigner le rapport R sur X qui va permettre de déterminer au logiciel si le réseau amont est plutôt inductif ou s'il est plutôt résistif. Ça va changer le comportement transitoire de l'installation, notamment à l'apparition des défauts, savoir si on a une crête de courant ou si on a juste une sinusoïde au moment de l'établissement du défaut. Deuxième façon de procéder, non pas renseigner les puissances de court-circuit, mais de renseigner les courants de court-circuit directement. Donc vous voyez, c'est assez transparent, hein. Là, j'ai rentré les PCC, il m'a automatiquement calculé les IK. Pas de souci par rapport à ça. Dernière façon de procéder, par la saisie des impédances. Donc là, je n'ai plus à me soucier de renseigner les PCC ni les IK. Je lui renseigne juste les RX pour les IK max et les RX pour les IK min. Et là, il retrouve à partir de la tension automatiquement ces petits. Donc là, si je reviens sur une saisie des puissances de court-circuit et que je mets par exemple un rapport de R sur X à 0,15, on va avoir automatiquement toutes les informations qui seront calculées. Maintenant, le deuxième temps de paramétrage de cette fenêtre, ça va être les caractéristiques homopolaires. En gros, sur notre réseau, au niveau de notre jeu de barre, si on a une phase qui tombe à la terre, qu'est-ce qui se passe? Alors, par défaut, on met en caractéristique inconnue. Et si on passe en caractéristique connue, ce que va nous demander le logiciel, c'est soit de lui dire directement l'impédance homopolaire du réseau amont, soit de lui décrire la manière dont le distributeur d'énergie a mis le neutre de son transformateur du poste de distribution à la terre. Alors, soit il est en isolé, auquel cas on n'est pas avancé parce que du coup les courants de défaut se reboucleront par les capacités parasites des câbles et ça va être une galère à déterminer. Soit on est en direct et là du coup on va juste mettre l'impédance homopolaire du réseau amont de la même façon que lorsqu'on met directement en impédance homopolaire, puisqu'il faut avoir cette information que seul le distributeur d'énergie possède, ou alors il va nous dire j'ai mis une RPN ou une bobine 2.2 ou une VPN de telle valeur, soit en ohm, soit en courant de limitation, et avec ces informations-là, on va pouvoir dire au logiciel, s'il y a une phase qui tombe à la terre, quelle sera la valeur du courant qui va se reboucler vers le poste de distribution du distributeur d'énergie. Et ça nous sera utile notamment dans le réglage de nos protections homopolaires que l'on aura nous sur notre installation. Ici, je vais laisser en caractéristique inconnue puisque c'est pas intéressant dans le cadre de notre petit départ HTBT. Je valide cette fenêtre et ici, j'ai donc les informations qui sont reprises. Alors, pour continuer mon départ HTBT, j'ai juste besoin de faire un tableau de livraison. Donc ici, je vais le nommer directement, par exemple, livraison, et avec une tension qui correspond bien sûr à celle de mon réseau, c'est-à-dire 20 kV. Je vais rajouter ma protection principale. Donc ici, ça va être un disjoncteur à l'associer certainement avec un CPAM 48 ou avec un MICOM P124 par exemple. Je vais tracer la liaison entre mon arrivée réseau et ma protection, puis entre ma protection et mon poste de livraison, et je vais avoir terminé ainsi mon poste. Alors, me voici au niveau de ma protection, et je fais la même chose au niveau de mon tableau. Donc ici, l'ensemble passe en noir, ça veut dire que le logiciel a bien compris ce que je voulais faire. Alors ici, ce que je peux faire éventuellement, ce câble-là, la liaison là que je viens de sélectionner, ici ne m'appartient pas. C'est-à-dire, c'est le câble qui arrive du réseau EDF, qui arrive sur ma cellule, sur mon inter que je n'ai pas représenté ici de couplage à l'installation, ce câble, donc il est à EDF au distributeur et je n'ai pas à dimensionner. Par contre, j'ai peut-être envie de dire ici que j'ai une protection, donc d'écrire son temps de déclenchement. Donc sur ma liaison, je vais dire qu'elle est porteuse d'un dispositif de protection acheté et je vais dire que ici, je vais utiliser les 200 millisecondes auxquelles j'ai le droit par rapport à la C1300 et ici, je vais dire que ma protection, le fonctionnement total de ma protection, c'est-à-dire à partir du moment où le défaut apparaît et le moment où le défaut est coupé, il se passe 200 millisecondes. Et une fois que j'ai fait ça, je sais que lorsque je ferai en aval un calcul de courant de court-circuit, un calcul de dimensionnement de câble, ce sera notamment cette valeur-là qui sera prise pour faire
le dimensionnement de la contrainte thermique, ou alors celle d'une protection aval si je mets une protection en aval. Justement, je vais pouvoir par exemple protéger mon départ transfo avec ici un disjoncteur de la même façon. Mettre mon transformateur, donc ici je vais avoir par exemple un DYN et je vais paramétrer mon transformateur. Alors, pour paramétrer mon transformateur, deux solutions. Soit je connais ce que je vais mettre et j'ai ma fiche technique et je renseigne directement toutes les informations. Soit je suis en préétude, je ne veux pas m'embêter et je vais prendre un transformateur du catalogue, donc soit Alstom, soit un transformateur normatif DIN, soit un transformateur Schneider. Par exemple, ici, je n'ai plus qu'à choisir la tension du primaire, la tension du secondaire. La puissance du transformateur, donc si je veux rester dans du classique, je vais prendre ici 630 kVA par exemple. Voilà, tout le reste des informations a été automatiquement déterminé par rapport aux caractéristiques du transformateur qui est en base de données. Maintenant, j'ai toujours les caractéristiques homopolaires de mon transformateur à renseigner. Donc là, si vous ne les connaissez pas, on a intégré une petite aide de la norme en fait pour, en fonction du couplage, je ne sais pas si, voilà, ça s'est affiché chez vous. En fonction du couplage, déterminer automatiquement pas automatiquement, excusez-moi, mais pouvoir lire dans le tableau les valeurs d'impédance homopolaire à renseigner dans le logiciel en fonction du type de transformateur dont on dispose. Voilà. Ensuite, le couplage à mise à terre. Donc là, vu qu'on a choisi un DYN, on n'a rien à toucher en particulier, on est en mise à terre directe, du neutre direct, et on peut éventuellement préciser l'indice horaire de notre transformateur à titre informatif. Une fois que j'ai fait ça, je valide et mon transformateur est modélisé. Je n'ai plus qu'à tracer ma liaison entre mon poste de livraison, ma protection, alors, hop là, ici, voilà, et voilà, à ce niveau-là. Donc, encore une fois, tout passe en noir, pas de souci. Je remonte ma protection dans le poste pour bien dire que c'est une des cellules du poste et non pas une cellule qui va se balader entre deux bouts de câble. Et maintenant, je vais pouvoir, en parlant de câble, justement, paramétrer le câble qui me fait ma liaison ici. Donc ici, je vais dire que j'ai un câble isolé, je valide, et je vais paramétrer les informations de ce câble. Alors, quelles sont les informations que je vais renseigner? Alors, encore une fois, ici, comme pour les transformateurs, c'est le cas pour tous nos équipements, où il y a toujours deux façons de saisir, soit par les catalogues, soit par les données utilisateurs. C'est-à-dire, si jamais vous avez la fiche de votre câble, vous pouvez renseigner directement la tension, la résistance à 20 degrés, linéique, je précise, la réactance linéique, la capacité linéique, les résistances et réactances homopolaires linéiques, ainsi que les courants d'emploi et la tenue courte durée au défaut du câble. Une fois que vous avez renseigné ça, le logiciel il a toutes les données qu'il lui faut pour faire ses calculs. Maintenant, la façon la plus simple, ça reste quand même une saisie par catalogue, auquel cas on va commencer par saisir le domaine de tension d'utilisation du câble. Ici, on est en 20 kV, donc je vais prendre un 12, 20, 24. Ensuite, on va choisir le catalogue dans lequel on va venir saisir notre câble. Ici, on a le catalogue normatif C13200, les câbles normatifs. Anciennement, le catalogue Pirelli qui est maintenant réintégré chez Prysmian. Les câbles Sagem, Prysmian et les câbles Nexans. Donc on peut par exemple prendre du Prysmian ou du Nexans, peu importe. Donc là, on est en HT, on va rester en alu. On va choisir donc après la disposition des câbles, si on veut une torsade unipolaire, de unipolaire à une torsade aérienne. Le champ radial, savoir si notre câble est armé ou pas. Important à présent, le mode de pause. Alors, ce que va faire le logiciel ici, c'est qu'il va proposer la liste de l'ensemble des modes de pause qui sont disponibles dans la norme qui est sélectionnée, en l'occurrence la C13200 de 2009,
qui a donc maintenant ces modes de pause qui ressemblent à ceux-là, c'est 1500, ce qui est souhaitable parce qu'avant ils étaient très différents, c'était A, B, C, machin, etc., qui étaient assez imbitables pour des gens qui venaient de la basse tension. Là maintenant ils ont assez uniformisé les deux listes de modes de pause, basse tension et haute tension, donc on s'y retrouve beaucoup plus facilement. Et en fonction de la manière dont notre câble va cheminer, on va choisir notre mode de pause. Ici, on est dans l'intérieur de notre poste, on va avoir une petite longueur de câble, donc il est raisonnable de penser que l'on aura un câble sur chemin de câble avec éventuellement des passages parcours horizontaux ou verticaux. On va donc se mettre en mode de pause 13. Si j'avais été avec un câble plus long et avec donc des câbles enterrés, j'aurais pu éventuellement choisir un mode de pause 61 dans des fourreaux, 62 si c'est enterré directement sans protection mécanique complémentaire, ou 63 si je rajoute une protection mécanique supplémentaire. Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'à chaque fois que je change de mode de pause, les facteurs de correction qui correspondent au mode de pause sont actualisés par le logiciel. Et ce qui est intéressant ici, c'est que Kaneko HT va vous aider à régler vos facteurs de correction. Typiquement pour la température, si je clique sur le petit point d'interrogation, j'ai une petite fenêtre qui va apparaître et qui va me donner le coefficient en fonction de la température. Là, à 30 degrés, c'est la température de référence pour laquelle je n'ai pas besoin de déclasser ou de surclasser mon câble. Par contre, si j'augmente la température, eh ben, on voit que progressivement, le facteur de correction est modifié et mis à jour et que si je fais OK, si je valide ici, je vais récupérer ce facteur de correction dans la liste des facteurs et le facteur global qui est la multiplication de l'ensemble de ces facteurs tient bien compte de ce facteur de correction. Maintenant, si je vais sur le facteur de correction suivant, est-ce que mon câble est isolé ou pas, à l'abri ou pas des rayons du soleil? Et si c'est le cas, ben, je laisse à 1. Si jamais c'est pas le cas, je suis obligé de déclasser à 0,85 par exemple. Ensuite, qu'en est-il de K5? K5, ça va être est-ce que j'ai plusieurs câbles qui cheminent en parallèle? Si c'est le cas, eh ben, je vais choisir directement le coefficient en fonction du nombre de câbles qui cheminent. Si ce n'est pas le cas, ben, je laisse à 1. Dernier coefficient, le nombre de couches. Si j'ai des couches, je vais venir choisir en fonction du nombre de couches qu'il va y avoir dans mon chemin de câble le bon facteur de correction. Coefficients supplémentaires, si on est en latex par exemple, de tous ces facteurs supplémentaires qui sont amenés à nous déclasser notre câble pour tenir compte des conditions défavorables extérieures à notre câble. Vous voyez ici, l'intensité d'emploi est directement renseignée. Ici, on a 18,187 ampères. Et ben en fait, c'est tout l'intérêt d'avoir paramétré mon transformateur avant de paramétrer mon câble. C'est que, étant donné que le logiciel connaît les caractéristiques du transformateur auquel j'ai relié mon câble, et ben il sait automatiquement quel sera le courant tiré par le câble en fonctionnement normal, et je n'ai pas à m'embêter à le renseigner. Maintenant, je vais quand même décrire la longueur. Ici, je vais avoir une vingtaine de mètres, par exemple, 10 ou 20 mètres. Voilà, et en fonction de ça et des facteurs de correction, le logiciel va me faire un premier dimensionnement de mon câble. C'est-à-dire que par rapport aux critères de surcharge, critères de l'IZ, il va me dire, bon, ben, pour faire passer ces à peu près 20 ampères avec un facteur de déclassement 0,77 en mode de pause 13, eh ben, il faudra un 50 ampères. Voilà pour cette partie-là, sachant que le câble n'est pas encore dimensionné, il y a encore le problème de la contrainte thermique. La contrainte thermique sera vérifiée lors d'un calcul global que je vais vous montrer une fois que j'aurai fini le dimensionnement de l'installation, la modélisation pardon, de l'installation. Deuxième chose que je veux voir ici, c'est la protection. Ici, j'ai mon disjoncteur. De la même façon que j'ai paramétré le temps de fonctionnement de ma protection C1300, eh ben, je vais pouvoir faire la même chose avec la protection du départ. Donc, je vais dans l'onglet protection et en amont, j'ai un disjoncteur et ce disjoncteur, il va falloir que je lui mette un temps de fonctionnement. Alors, bien entendu, les règles de la sélectivité voudraient que je mette un temps de déclenchement inférieur, mais justement, il faut que je fasse une étude de sélectivité pour savoir comment sera réglé mon relais de protection associé au disjoncteur et donc en combien de temps il va déclencher. Du coup, ici, je n'ai pas cette étude de sélectivité. Je vais me contenter de mettre ici 200 millisecondes. L'intérêt ici, c'est que si jamais mon câble est dimensionné pour tenir de 200 millisecondes, il tiendra forcément pour un temps de déclenchement inférieur.
je valide. Et là, ce qui va être intéressant, c'est que je vais pouvoir mettre l'étiquette de liaison que j'ai esquivée rapidement tout à l'heure. Et cette étiquette de liaison aura l'énorme avantage de me montrer visuellement les informations qui sont comprises dans le câble, dans la liaison, sans avoir à ouvrir systématiquement la fenêtre. Maintenant, on va faire la même chose pour la partie basse tension. Alors, un mot sur la partie basse tension. Le logiciel, étant donné qu'il intègre la norme 60909, il peut faire les calculs de courant de court-circuit au niveau jusqu'en basse tension, voire même en très basse tension, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Par contre, là où on va avoir éventuellement un souci, ce qui n'en est pas un puisque c'était pas le but du logiciel, c'est qu'on n'intègre pas la C1500. C'est-à-dire que le câble entre le transformateur HTBT et le TGBT ne sera pas calculé selon les 4 critères qui sont propres à la C1500 et qui sont traités, eux, dans Caneco BT. C'est-à-dire que pour dimensionner un câble en basse tension, on a besoin de s'intéresser comme en haute tension aux critères de surcharge et à la contrainte thermique. Mais en plus, il faut s'intéresser à la chute de tension. Donc ça, ce qu'on pourrait faire éventuellement avec Caneco HT aussi, il n'y a pas de souci. Mais il y a le dernier critère ici de notre contact indirect. Et là, le contact indirect n'est pas géré automatiquement par Caneco HT. Bien entendu, on peut toujours s'en sortir. Si jamais on a notre IK au niveau des différents IK au niveau de notre TGBT, on peut toujours regarder la courbe de déclenchement de la protection de notre ici de notre protection du TGBT et voir comment réagit aussi notre protection au niveau de notre poste de livraison et voir si le temps de coupure est conforme avec une protection au contact indirect. Mais ce n'est pas fait directement. Alors, ici, il me manque juste ma protection du TGBT puisque j'en parlais à l'instant. Je vais le mettre ici et je vais venir tracer ma liaison comme je l'ai fait au niveau de la HT. Hop. Voilà. Je vais double-cliquer toujours ici pour paramétrer à la fois le câble et la protection. Alors, que se passe-t-il ici? Exactement la même chose qu'en HT. Je vais choisir mon domaine de tension. Ici, je suis en basse tension. Voilà, je vais prendre certainement un câble en cuivre. Disposition du câble unipolaire ou tripolaire, peu importe. Et le mode de pause, je vais rester dans un mode de pause 12 ou 13. Les facteurs de correction, ça va être sensiblement la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, ça va être les facteurs de correction justement de la C1300 et non pas de la C1500. C'est pour ça que pour le dimensionnement de ce câble, je vous conseille de passer sur un logiciel comme Caneco BT. Ensuite, on va rentrer la longueur. Et une fois qu'on a ça, et ben automatiquement, par rapport au courant d'emploi et au facteur de correction, ici, on va venir avoir notre section qui va être calculée. Alors, vous voyez ici, j'ai le nombre de conducteurs par phase et la section nominale. Ici, il me dit, j'ai du 1 fois 500. 500, ça commence à faire vraiment gros. Alors, que se passe-t-il si jamais au lieu d'utiliser un seul câble, j'en ai deux? Et ben là, le logiciel me dit, avec 2, on pourrait prendre du 185, ce qui est déjà quand même beaucoup mieux. Si jamais j'en mets 3, là, je peux descendre en 120. Et 4, qui est la limite en basse tension, et je peux descendre en 70. Alors, vous voyez, là, c'est de la saisie paramétrique. Je fais varier un paramètre et le logiciel en recalcule le deuxième. Ça me permet de jongler par rapport aux critères de l'IZ, de surcharge, d'ajuster les sections, parce que c'est quand même beaucoup plus pratique d'arriver de s'épargner plutôt le 500 mm². Voilà, j'ai fait le tour par rapport à ceci ici. Donc là, je vais peut-être plutôt rester avec deux câbles. Ça sera peut-être un peu plus... Voilà, deux câbles 285. J'ai dit tout ce que je voulais dire par rapport à ici. Alors, comment je vais protéger ma liaison ici? Alors, ma liaison, je vais la protéger. Là, ce câble-là sera protégé, bien entendu, par la protection HT, puisque s'il y a un défaut sur ce câble, la protection du TGBT ne verra rien, elle ne protégera que l'aval. Alors, pour protéger ce câble-là avec la protection HT, il faut que je dise au logiciel que c'est la protection HT qui protège. Alors pourquoi on va se dire, pourquoi c'est pas fait automatiquement par le logiciel, il pourrait voir tout seul que c'est la protection ici qui alimente le câble en aval.
Ben, effectivement, dans ce cas-là, c'est simple. Mais par contre, dans le cas d'installation bouclée, savoir qui alimente quoi, ça devient plus compliqué. Donc c'est pour ça que ici, on a évité de mettre des automatismes qui peuvent être perdus dans le cadre de réseaux bouclés. Par contre, là où ce que je peux faire moi manuellement et qui va pas me prendre longtemps, c'est de dire que je vais reporter ma protection de ce câble sur une autre protection. Et cette autre protection, ça va être le disjoncteur porté par le câble 002. Et si je fais ça, et ben, en validant, je vais avoir mes caractéristiques de mon disjoncteur qui seront récupérées au niveau de mon interface et je vais ensuite valider ma fenêtre et tout sera paramétré ici. Je n'ai plus qu'à renseigner, comme la dernière fois, mon étiquette de liaison et j'ai les caractéristiques de mon câble qui sont affichées directement sur mon schéma unifilaire de mon installation. Alors vous voyez, là, on a pris un petit peu de temps pour modéliser cette installation. Ça a pris du temps parce que j'ai bien détaillé ce que j'ai fait, mais ça, c'est quelque chose qui se fait très rapidement. Ce que je peux faire une fois que j'ai fait cette modélisation, alors je peux calculer les IK. Alors calculer les IK, je peux le faire de plusieurs façons. Soit je lance un calcul des IK ici, où je vais demander soit au niveau de tous les équipements, soit au niveau des tableaux. Bref, je vous passe les détails pour l'instant. Je peux demander les courants de court-circuit Faster. Ici, ça a peu d'intérêt puisque j'ai pas dit comment le réseau amont se comportait, donc il ne pourra pas me calculer les courants de court-circuit Faster. Il va lui manquer des hypothèses de calcul. Et si je valide, ici, il va me lancer un calcul qui va me donner un tableau. Voilà, ici, un tableau qui va me lister, voilà, ça a apparu chez vous, qui va me lister les courants de court-circuit. Alors, ça, c'est une façon de voir les choses, c'est pratique pour rendre un rapport de calcul. Par contre, dans le cadre du dimensionnement, ça serait quand même plus sympa d'avoir ces informations directement sur le schéma. Donc, une deuxième information de visualiser les courants de court-circuit de notre installation, ça va être d'afficher des étiquettes de résultats. Alors, ces étiquettes de résultats, eh bien, elles pourront être au niveau des équipements ou au niveau des tableaux seulement, et je pourrais afficher des courants de court-circuit triphasés, des courants de court-circuit biphasés, les courants de terre, etc., etc. Donc, typiquement, ici, je vais m'intéresser aux courants de court-circuit max, donc l'IK3 max, et aux courants de court-circuit min, l'IK2 min. Et si je fais ça, voilà, en choisissant, excusez-moi, une configuration de fonctionnement, voilà, et ben en choisissant ça, il me relance le calcul qu'il a fait tout à l'heure, sauf qu'au lieu de me sortir le tableau qui m'a sorti à l'instant, et ben je peux visualiser directement sur mon schéma et ben les courants de court-circuit de mon installation. Et là, je vois, c'est pas une surprise, sur mon poste de livraison, j'ai 12500 et 2500 ampères que j'avais paramétré par rapport aux 433 MVA et 100 MVA. Et je vois qu'au niveau de mon TGBT, je me retrouve avec 20 000 ampères quasiment au niveau de mon IK max. Et je me retrouve avec ici 13 000 ampères, 14 000 ampères quasiment au niveau de mon IK 2000. Et ces informations sont utiles, par exemple, si je veux repartir faire un calcul en basse tension, ça peut être des données de base pour commencer une affaire, donc un EcoBT par exemple. Voilà, donc j'ai fait le tour sur cette protection, excusez-moi, sur cette affaire simple qu'un EcoHT, donc un départ HTBT. Non, j'ai pas encore fait tout à fait le tour parce que j'ai pas montré le dimensionnement complet des câbles. Alors le dimensionnement complet des câbles, ça se passe dans un calcul de dossier complet. Calcul de dossier complet, ça va reprendre le calcul des IK, mais ça va prendre aussi toutes les autres hypothèses de l'installation pour calculer les câbles, notamment. Alors, je choisis ma configuration de fonctionnement et je valide, je lance mon calcul. Je vais avoir un résultat de calcul qui va être similaire au calcul des IK, c'est-à-dire que je vais avoir un rapport complet qui va être édité. Alors, bien sûr, une page de garde. Cette page de garde va reprendre les informations principales que je n'ai pas renseignées ici, c'est-à-dire le titre de l'étude, par qui c'est fait, enfin, pour qui c'est fait, par qui c'est fait, ça s'est renseigné, donc ça apparaît. Quelles sont les normes qui sont utilisées pour faire le calcul, les hypothèses de calcul, etc., etc. Ensuite, on a les informations qui caractérisent, excusez-moi, mon installation, les réseaux d'alimentation, les transformateurs,
Une information sur les configurations de fonctionnement, ça je n'en ai pas parlé, je vais vous le montrer juste après lorsque je vous montrerai la grosse affaire. Je vous le montrerai en fait à quoi ça correspond. Je vais avoir, vous voyez dans le tableau ici, j'ai toutes les liaisons, tous les câbles qui sont représentés avec des différentes configurations A, B, C, D. Et ben en fonction de ces configurations de fonctionnement, je pourrais dire au logiciel telle liaison est active et telle liaison n'est pas active. Ça va être particulièrement pratique dans le cas d'une installation étendue avec éventuellement des réseaux bouclés pour dire dans tel cas j'alimente une boucle de telle façon et dans tel cas j'ouvre ma boucle ailleurs. Et on verra ensemble à quoi ça correspond et ça a un fort impact dans la valeur des courants de court-circuit au niveau des différents tableaux et c'est pour ça qu'il faut être particulièrement vigilant lorsque l'on dimensionne une installation achetée sur la manière dont celle-ci sera utilisée et donc de la manière dont on va décrire les configurations de fonctionnement dans le logiciel. Passons ensuite au tableau suivant. Donc là, on va disposer de nos courants de court-circuit tels qu'on les avait tout à l'heure. Alors, pour détailler un petit peu les tableaux, puisque je ne l'ai pas fait tout à l'heure, ce premier tableau nous donne les IK max, subtransitoire, transitoire permanent, la valeur crête, courant coupé. Je ne m'attarde pas trop sur ces différentes significations. Sachez juste que les subtransitoires, transitoires permanents, ce sont des temps apporté par la norme 60909 pour permettre la description de l'évolution du courant de court-circuit en aval d'un alternateur lorsqu'on a un défaut. Oui, le courant de court-circuit lorsqu'on a un défaut, c'était évident. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans un premier temps, l'alternateur, si le défaut est proche de ses bornes, il va donner tout ce qu'il a et il va donner un pic de courant de court-circuit. On va avoir un subtransitoire qui va être assez important. Ensuite, on va avoir notre alternateur qui va commencer à s'essouffler, donc un transitoire, un courant de court-circuit transitoire, quelques temps après, de l'ordre de 100 millisecondes après, qui va diminuer. Et à partir de 300 millisecondes, à peu près, on va rentrer dans le stade permanent où l'alternateur sera complètement essoufflé et on aura une valeur de courant de court-circuit qui sera très basse. Alors ici, on constate que ces valeurs sont identiques. Pourquoi? Parce qu'on est alimenté par un réseau dont les alternateurs, donc que ce soit la tranche DF ou nucléaire ou autre source d'alimentation, est situé loin de notre installation. Et donc, c'est pas l'apparition d'un défaut situé après beaucoup d'impédance de transport qui va changer grand-chose au fonctionnement de ce générateur-là. Par contre, lorsqu'on a un alternateur dans notre installation, on risque d'avoir une évolution de ces valeurs de courant de court-circuit et il faudra en tenir compte notamment dans notre plan de protection. Ensuite, on a les courants de court-circuit défautaires dans le tableau qui suit, à gauche, et qui sont ici non demandés, et de toute manière, on ne pourra pas les donner puisque on n'a pas décrit les caractéristiques moléculaires de la source. Et on a les courants de défaut biphasés qui nous serviront, eux, au calcul, excusez-moi, des seuils de protection de nos protections. Là, on a les puissances de court-circuit au tableau. Alors, pourquoi c'est intéressant d'avoir ça? J'y reviendrai dans la plus grosse affaire, mais dans Caneco BT, si vous voulez décrire une source transformateur, je parle bien de Caneco BT, le logiciel basse tension. Si vous faites une nouvelle affaire et que vous avez une source transformateur, ce que vous demande le logiciel pour décrire le réseau amont, c'est justement les PCC au niveau du poste immédiatement en amont de notre transformateur HTBT. Et lorsque vous allez avoir un réseau étendu, c'est-à-dire pas mal de distance de câble entre votre arrivée réseau du distributeur énergie et l'endroit où vous allez commencer votre affaire BT, donc toute une distribution HTA étendue, et ben la puissance de court-circuit peut fortement varier entre le point de livraison et votre transformateur HTBT et ne pas tenir compte de cette variation de la puissance de court-circuit pour être dommageable pour le calcul des IK dans votre installation BT. C'est pour ça que Caneco HT vous donne au niveau des différents tableaux les différentes PCC et vous pourrez les reprendre après pour faire votre calcul BT. Point intéressant, calcul des câbles selon les courants admissibles. Donc ça, c'est ce qui a été fait en direct dans l'interface tout à l'heure lorsque j'ai choisi mon mode de pause, les facteurs de correction, la longueur et le courant d'emploi. Et là, il vous reprend le calcul et vous le justifie. Donc il vous dit qu'en acheté, on avait un câble ALU avec un mode de pause 13 et facteurs de correction correspondants. Là, il vous dit que pour faire passer un courant de 18 ampères, avec les facteurs de correction, eh ben, il faut qu'on passe directement à un 50 mm². Alors,
là, on voit qu'il y a un fort écart entre le 18 ampères et le 143 ampères donc de l'IZ corrigé du câble qui correspond à une section de 50 mm². Alors, ce qui s'est passé certainement, c'est que j'ai choisi le catalogue Prysmian et que la première section disponible dans le catalogue Prysmian, c'était du 50², donc c'est pour ça qu'il a pris cette valeur-là. Ou alors qu'il y avait du 25 et que c'était trop juste. Enfin, il faudrait vérifier pour s'en assurer. Mais je suppose que c'était plutôt parce qu'on n'a que du 50² dans comme première valeur de section dans le catalogue Prysmian. Même chose pour la partie BT. Donc ici, on a un câble en cuivre, mode de pose 13, facteur de correction ici, c'est à 1. J'ai forcé à deux câbles en parallèle. On veut faire passer 887 ampères, donc ce qu'il faut c'est deux câbles de 185 mm² pour avoir un IZ corrigé 2012 qui est bien supérieur à 887 ampères. Là, il n'y a pas de souci, il nous met qu'on est conforme. Petit détail par rapport à la conformité, lorsque vous ne forcez pas la section du câble, vous êtes obligé d'être conforme. C'est-à-dire que le logiciel se débrouillera toujours pour vous trouver un couple nombre de conducteurs en parallèle et section de phase pour être en conformité. Par contre, dès que vous forcez à la fois la section du câble et le nombre de conducteurs en parallèle, là, le logiciel ne fonctionne plus en tant que dimensionnement, mais il fonctionne plutôt en tant que vérification. Et là, il vous dira si votre choix est conforme ou pas par rapport aux critères de dimensionnement de la norme. Pour continuer sur le dimensionnement des câbles, on a maintenant le critère de la contrainte thermique. Et ce critère de la contrainte thermique, il va être simplement de vérifier l'inéquation K2, donc K au carré fois la section au carré, supérieure à I carré T. I, le courant de court-circuit au carré, T, le temps de fonctionnement de la protection. Et le K, c'est ce qui décrit la capacité du câble à se faire traverser par un courant de court-circuit pendant une courte durée, pendant une seconde. Alors, ici, la première ligne, colonne, pardon, on va voir le courant de court-circuit qui est utilisé. Dans quelle configuration de fonctionnement ce courant de court-circuit a été le plus défavorable? Ici, on n'en a qu'une, c'est la A, donc il n'y a pas de souci. Le temps de fonctionnement de la protection, 200 millisecondes. Il nous calcule le I carré T, il nous récupère le K par rapport au type de câble, c'est-à-dire son âme et son isolant. Il nous calcule la section théorique minimum qu'il faut respecter pour satisfaire cette condition-là. Ici, il faut au minimum un 59,47 mm². La section la plus proche ici, ce sera du 95, puisqu'on ne doit pas disposer de 70 dans ce catalogue-là. Et il nous dit qu'on est conforme. Alors, attention, tout à l'heure, il nous avait dit qu'on était conforme pour du 50². Là, il nous dit qu'on est conforme pour du 95². Eh bien, il n'y a pas de contradiction. En fait, c'est juste parce que les deux critères de dimensionnement sont traités séparément et que le résumé la synthèse de ces deux critères de dimensionnement est fait dans le carnet de câble par la suite. Ce qui fait que, en fait, le logiciel, une fois qu'il a fait ces deux critères séparément, il va prendre le plus défavorable des deux, et on constate bien dans le tableau suivant, dans le carnet de câble, que pour notre câble acheté, il a pris le 95². Pareil pour la BT, donc ici, il va nous faire notre I carré T et vérifier par rapport au K. Il nous calcule la section, il voit que du 30-75 suffirait, la section la plus proche est du 35, mais comme ici on avait déjà du 2 fois 185 par rapport aux critères de la surcharge, de l'IZ, du courant admissible, et ben il va nous garder du 2 fois 185, et au final, c'est ce critère-là qui va prédominer. Peut-être vous êtes-vous posé la question, oui, mais dans l'interface du logiciel, moi j'avais bien pour mon câble acheté du 50. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Il me dit qu'il faut du 95, mais est-ce qu'il faut que j'aille modifier ça directement dans le logiciel? Non, le logiciel va le faire automatiquement. Lorsque je vais fermer ce rapport de calcul, il viendra modifier automatiquement la section du câble dans l'interface pour tenir compte du fait que le premier dimensionnement par rapport au courant admissible ne suffisait pas et que la contrainte thermique nous force à gonfler la section. Dernier tableau qui est présent dans ce rapport de calcul ici, c'est le courant capacitif des câbles. Là, c'est en cas de défaut terre, ça va être quelle sera la valeur du courant capacitif qui va venir se décharger dans le défaut. Typiquement, les câbles, ce sont des kappas, hein. Il y a des kappas parasites dans les câbles, des capacités parasites. Du coup, plus les câbles seront longs et plus le niveau de tension sera important, plus le courant capacitif sera important. Et ça, il faut en tenir compte dans le cadre de l'étude de sélectivité pour le réglage notamment de nos protections homopolaires. C'est pour ça que ici le logiciel va vous les calculer et vous les donner sous forme d'informations de ce tableau.
Là, j'ai vraiment fait le tour de cette petite installation. Voyez ici, automatiquement, si je zoome un petit peu, vous voyez que là, la section, comme je vous l'ai dit, est passée de 50 à 95 carrés. Habituellement, lorsque on est moins nombreux à cette présentation, je vous propose un tour de table pour savoir si vous avez des questions. Malheureusement, là, il y a 29 personnes de connectées, donc je ne vais pas pouvoir me permettre, dans le temps qui m'est imparti, de faire mon tour de table. Je vous donnerai mes coordonnées à la fin de la présentation. Si vous avez des questions, vous pourrez m'envoyer un petit mail ou me passer un coup de téléphone pour me poser votre question directement. Voilà. Maintenant, comme promis, je vais passer à une installation un petit peu plus importante que ça, puisque ça, encore une fois, ça peut être traité directement dans Caneco BT. Alors, pour ce faire, je vais fermer cette affaire-là, et je vais réouvrir une autre affaire que j'ai fait avant de faire cette présentation. Alors, petite description de notre affaire que je viens d'afficher, et je pense qu'il s'est affiché chez vous. Oui, c'est bon, ça s'est affiché chez vous, normalement. Alors, ici, on a une boucle haute tension qui va être composée d'un poste de livraison, ici, qui est alimenté soit par un réseau, une arrivée telle que celle qu'on vient de dimensionner ensemble pour le petit départ HTBT. On va avoir aussi une alimentation secours, c'est-à-dire un alternateur en basse tension avec un transformateur élévateur qui va se brancher ici sur notre poste de livraison et qui va venir secourir l'ensemble de notre installation. Cette boucle alimente 3 sous-stations. La première sous-station va comporter un départ HTBT très similaire à celui que je viens de faire, sauf que celui-ci a un transformateur qui est beaucoup plus puissant. On est à 1600 kVA où on en était à 130 tout à l'heure, et il va être protégé par un fusible. Ça me donnera l'occasion de vous montrer comment on va paramétrer un fusible et ce que, dans le logiciel bien entendu, et ce que l'on peut faire avec les outils qui sont associés. Ensuite, on a un deuxième départ avec un moteur et une troisième sous-station qui n'est pas utilisée. Vous avez peut-être remarqué ce symbole-là ici. Ici, nous avons un générateur homopolaire qui va nous permettre de faire la mise à la terre de notre neutre dans l'installation lorsqu'on sera îloté sur le générateur. Pourquoi? Parce que si vous constatez les couplages et transformateurs que l'on a ici, le transformateur élévateur du générateur, il y a un couplage triangle vu de la boucle. Notre départ HTBT est aussi un couplage triangle vu de la boucle. Et pareil pour notre transformateur TR2. Donc là, si on veut faire un retour terre pour pouvoir mesurer, détecter un défaut et le mesurer, eh ben, il faut mettre un générateur de courant monopolaire qui va nous permettre à la fois de limiter la valeur du courant de défaut et aussi d'avoir un point de mesure privilégié pour mettre un TOR ou un TC et ainsi détecter les défauts facilement. Alors, première chose dont je vais vous parler ici, ça va être les configurations de fonctionnement. Vous voyez, là, j'ai une boucle qui, pour l'instant, apparemment, si je lance un calcul, tout va être calculé. Mais en pratique, je peux venir dire au logiciel, les configurations, voilà, j'ai ma petite fenêtre qui vient d'apparaître. Je pense qu'elle est apparue chez vous aussi, voilà, elle va apparaître, voilà. Donc cette petite fenêtre va me permettre de dire, par exemple, là j'ai défini deux configurations de fonctionnement, une condition normale où les éléments actifs sont en noir et les éléments non actifs sont en rouge, et là ce qui se passe c'est que j'ai toute mon installation qui est alimentée par mon réseau, mon générateur est complètement déconnecté, et j'ai ouvert ma boucle entre la sous-station P2 et la sous-station P3. Que va faire le logiciel du coup? Il va me calculer mes IK au niveau des différents tableaux et il va me les calculer au travers des impédances des câbles qui sont actifs et ignorer ceux qui sont... en gros, le courant ne passera pas au niveau des câbles inactifs. Typiquement, là, je vais avoir P1 et P2 qui vont être alimentés par mon départ 1 et P3 qui seront alimentés par mon départ 3. Et c'est à ce moment-là qu'il faut faire extrêmement attention à la manière dont le logiciel sera utilisé. C'est parce que, en fonction
de la manière dont je vais alimenter mes différents tableaux, si j'ai ici, vous voyez, j'ai des longueurs de de mon j'ai ici 550 mètres de câble au niveau de mon départ 1, j'ai 2000 mètres de câble entre P1 et P2, et j'ai 700 mètres de câble entre P2 et P3, et 1200 mètres de câble entre le départ 2 et P3. Donc en fonction de la manière dont je vais ouvrir et fermer ma boucle, je vais avoir des impédances qui vont être assez importantes entre les départs et les points de court-circuit, les tableaux, et du coup, je vais avoir des valeurs d'IK qui vont fortement varier. Charge à vous par rapport à votre savoir-faire de dimensionnement d'installation, de détecter les cas qui seront extrêmes d'un point de vue courant de court-circuit, aussi bien en valeur max qu'en valeur min, pour pouvoir les calculer avec le logiciel et pouvoir dimensionner votre matériel pour les pouvoirs de coupure, fermeture d'une part et les tenues thermiques, et les réglages des protections avec les courants de court-circuit minimum d'autre part. Que permet le logiciel autrement? Si je vous lance un calcul, ici vous allez constater ce dont je vous parlais par rapport... Ah oui, je ne vous ai pas montré, excusez-moi, la deuxième configuration de fonctionnement, c'est-à-dire la source secours. Là, on est toujours en source normale. Si maintenant je sélectionne ma source secours, ici, on voit que notre installation n'a pas changé, c'est juste que ici j'ai désactivé mon arrivée réseau, j'ai activé mon alternateur et sa mise à la terre, et j'ai décidé de ne pas secourir mon moteur et de privilégier la partie BT. Ici, j'ai peu parlé de notre départ moteur. Ici, c'est un départ 20 kV vers 5.5, et là, on a un moteur asynchrone avec une batterie de condensateur pour générer en local l'énergie réactive qui sera nécessaire au fonctionnement du moteur. Ce qui va être intéressant ici, lorsque je vais lancer mes calculs de courant de court-circuit, ça va être deux choses. Lorsque je serai en source normale, je vais avoir deux tableaux. Un tableau pour la configuration de fonctionnement source normale et un tableau pour la configuration de fonctionnement source secours. Et en source normale, ici, je vais pouvoir constater la contribution au défaut de mon moteur M1. Donc je vais avoir une élévation du courant de court-circuit au niveau de mon tableau. Et au niveau du tableau aussi amont, mais moins importante, puisqu'on aura l'impédance du transformateur et du câble qui auront atténué cette contribution. Et lorsque je serai en fonctionnement de source secours, et bien là, je pourrai voir le comportement de mon alternateur, l'évolution du courant de court-circuit en fonction du temps. Alors, et en fonction de l'essoufflement de mon alternateur. C'est ce que je vais faire à présent. Ici, je lance le calcul d'un courant de court-circuit. Je peux demander des fauteurs ici parce que si je ne vous l'ai pas montré, je vous dis que je l'ai fait, c'est que dans l'arrivée réseau, j'ai paramétré les caractéristiques homopolaires de mon réseau amont. Et là, je demande le calcul selon toutes les configurations de fonctionnement. Et je valide. Je me retrouver au final avec un tableau similaire à ce que l'on a vu ensemble tout à l'heure lors de la première installation. Cependant, il va être un peu plus dense, un peu plus, pas complexe, mais un peu plus long à lire, on va dire. On va avoir plus d'informations. Et voilà effectivement ce que l'on constate. Alors là, je vous affiche les courants de court-circuit triphasés pour la configuration A, c'est-à-dire l'alimentation normale sur l'arrivée réseau. Alors, ce que l'on peut constater, effectivement, ici, c'est qu'on a nos calculs de courant de court-circuit qui sont quasiment stables en subtrajectoire, trajectoire et permanent, et on voit quasiment, et bien là, on a 12 610, 12 500, etc., 11 508, 11 389, 11 389. Et bien en fait, pourquoi le subtrajectoire est différent du trajectoire du permanent, même au niveau du poste de livraison? C'est dû au fait qu'on a notre moteur M1 qui va ajouter sa contribution, et sa contribution même au niveau du poste de livraison, c'est-à-dire au travers de l'impédance du transformateur 20.5.5 et de l'ensemble des câbles de l'installation, ça parvient quand même à élever de 110 ampères la valeur du courant de court-circuit au niveau du poste de livraison. Et logiquement, si on descend au niveau de la ligne du tableau 5.5, eh ben, on voit que l'augmentation est d'autant plus importante au niveau de notre moteur. Alors, voilà, ici, on peut lire effectivement les informations sur les courants de court-circuit triphasés.
en fonctionnement en normal, et si je descends, on va avoir le fonctionnement en source secours. Et là, en source secours, eh ben, c'est pas du tout la même histoire. Vous voyez qu'on passe au niveau de notre poste de livraison de 12 500 ampères à 282 ampères, puis 178, et on descend même jusqu'à 125. On pourra même descendre plus bas si je n'avais pas pris certaines précautions par rapport à mon alternateur, c'est-à-dire à surexciter le rotor de telle façon à booster le courant de court-circuit permanent. Ça, je ne le détaillerai pas par manque de temps. Du coup, le problème qu'on va avoir ici, c'est qu'on va avoir des conditions de court-circuit qui sont complètement différentes et on devra adapter notre plan de protection en conséquence. Ce que je peux vous montrer d'autre ici, ça va être la partie, donc ça c'est la suite du calcul, la partie courant de court-circuit biphasé et défautaire. Donc là, on a les courants de court-circuit qui sont calculés dans notre boucle, les courants donc défautaires, les courants biphasés min qui sont aussi calculés en l'occurrence dans notre boucle, selon les deux configurations de fonctionnement. La petite chose que je tiens à détailler, ici vous voyez que notre défautaire est assez bas, il est à 20 ampères lorsqu'on est en source secours. Les 20 ampères, c'est la valeur que l'on a fixée à l'aide du générateur homopolaire dans notre installation. J'ai fait le tour de cette installation. Je pourrais bien entendu parler beaucoup plus longuement, mais je vois que ça fait déjà 1h10 que notre présentation a débuté, et il me reste à vous parler de Caneco TCC. Sachez qu'il y a tout un tas de choses dont je n'ai pas parlé sur le logiciel, telles que le calcul de la chute de tension, les facilités qui sont mises en place dans le logiciel pour la saisie. Typiquement, on peut faire des modèles de liaison pour les câbles, c'est-à-dire que plutôt si je clique sur ce câble-là, plutôt que de m'amuser, voilà, ça va s'afficher chez vous, plutôt que de m'amuser à systématiquement renseigner toutes ces informations, je peux créer un modèle de liaison qui sera rappelé, qui pourrait être rappelé à chaque fois pour renseigner automatiquement toutes ces informations. On peut faire de l'import d'équipement d'une affaire à une autre, c'est-à-dire que par exemple ce transformateur-là, si je l'avais pas sur catalogue, dans le catalogue du logiciel, mais par rapport à la fiche technique, pardon, et que je l'ai déjà décrit dans une autre affaire, eh ben je peux l'importer depuis cette affaire directement dans ma nouvelle affaire et m'épargner la ressaisie. Donc il y a tout un tas de petites astuces comme ça qui permettent de se faciliter la vie avec le logiciel. Maintenant, je vais prendre cette installation et m'en servir comme base pour vous présenter Caneco TCC. Effectivement, lorsque je vais vouloir faire une étude de sélectivité, il va falloir que je regarde déjà mon installation telle qu'elle existe d'un point de vue unifilaire, d'un point de vue fonctionnel, et que je me dise que je me pose les bonnes questions pour savoir comment elle sera protégée. Alors ici, le plan de protection est déjà fait, c'est-à-dire que les protections sont déjà choisies. Je n'ai plus qu'à faire le paramétrage de ces protections. Et je vais m'intéresser plus particulièrement aux zones de protection associées à la protection principale. Ici, on va dire que c'est un CPAM 48. À la protection de départ de boucle, assumons ici que c'est un CPAM 1000. Puis, on va s'intéresser au départ HTBT, où on va rajouter notre Solefuse qui est déjà défini avec un calibre de 63 ampères. Là, je vais m'assurer que ce calibre est bien défini. Je vais ensuite m'intéresser au transformateur. Pourquoi je m'intéresse au transformateur dans le cadre d'une étude de sélectivité? Il faut que je m'assure que ces transitoires qui sont générés par ce transformateur ne viennent pas perturber le fonctionnement des protections amont. Typiquement, le courant de magnétisation d'un transformateur peut être entre 8 à 12 fois, voire peut-être plus dans certains cas de petits transformateurs, le courant d'appel tiré en permanent. Du coup, il faut que je fasse attention que ce courant de magnétisation ne vienne pas perturber le fonctionnement de ma protection. Et j'irai jusqu'à la protection de mon TGVT pour terminer cette étude de sélectivité. Alors, qui va être faite très rapidement, très succinctement, mais qui sera quand même, qui me permettra de bien vous présenter le fonctionnement du logiciel. Alors, le logiciel Caneco TCC, je vais maintenant vous le présenter. Voilà, il s'affiche ici. En gros, qu'est-ce que c'est que ce logiciel Caneco TCC? Donc TCC tout d'abord. Si HT c'est évident pour haute tension, TCC ça signifie Time Current Curve, donc de l'anglais qui veut dire
courbe temps courant. Et tout le but de ce logiciel, ça va être de permettre de tracer sur un même référentiel toutes les courbes de déclenchement des protections, les courbes de contraintes thermiques des matériels, et de pouvoir faire une lecture directe sur cette même référence du fonctionnement et de l'association et de la coordination de l'ensemble des équipements et des protections de notre installation. Je vous montre, là si je crée un nouveau graphique, je vais disposer d'une courbe temps courant, d'où le nom de Caneco TCC, en coordonnées logarithmiques pour pouvoir afficher aussi bien des millisecondes que des centaines de secondes, voire des milliers de secondes, et des dizaines de courants jusqu'à des dizaines de milliers d'ampères, des dizaines d'ampères jusqu'à des dizaines de milliers d'ampères de courant. Alors, comment ça va se passer à ce niveau-là? Tout d'abord, il faut que je me pose la question dans Caneco HT, en gros, quelle protection protège quoi et comment je vais venir calculer mes seuils de réglage. Alors, si je commence par ma protection ici, c'est très simple, et on a dit que c'était un CPAM 48. Cette protection, elle protège quoi? Elle protège mon jeu de barre, mon poste de livraison. Alors, je vais me poser la question, quelles sont les caractéristiques qu'il faut que quels sont les seuils qu'il faut que je règle pour être sûr de protéger mon poste de livraison. Ici, il faut que je détecte le défaut le plus bas possible qu'il peut y avoir sur mon jeu de barre. On va rester en protection phase. Donc ici, ça va être un courant de court-circuit biphasé-mine. Je vais demander au logiciel de me faire un calcul de courant de court-circuit biphasé-mine. Bon, je sais qu'avec mes 250 MVA, je vais être au moins à 5000 ampères à peu près de courant de court-circuit biphasé-mine. Maintenant, l'autre question qu'il faut que je me pose, c'est comment je m'assure du réglage de cette protection, qui normalement est réglée par EDF, soit dit en passant, pour que je n'ai pas de soucis avec la sélectivité avec les protections d'EDF. Et là, je n'ai pas d'informations sur la manière dont les protections EDF est réglée. Du coup, je vais venir régler ma protection au plus bas possible de ce que me permet mon installation. Le plus bas possible de ce que me permet mon installation, c'est le plus bas, le seuil de protection le plus bas, jusqu'à ce que je ne déclenche sur un fonctionnement normal de l'installation. Qu'est-ce qu'un fonctionnement normal de l'installation? Ça va être quand elle va tirer son courant d'emploi et éventuellement lorsqu'elle aura ses transitoires. Ces transitoires, ça va être des transformateurs qui vont se magnétiser, des moteurs qui vont démarrer, et l'usage de prendre un seuil qui est au moins supérieur à 8 fois le courant d'emploi de mon installation. Là, je vois que ma boucle, elle a un courant d'emploi de 200 ampères. Si je prends 8 fois cette valeur, ça me fait 1600 ampères. Et je dois prendre le plus bas entre le 1600 ampères et les 5000 ampères de courant de court-circuit biphasé. En l'occurrence, ici, c'est 1600 ampères. Donc, mon CPAM 48, je vais le régler avec un seuil en courant de 1600 ampères. Quid de la temporisation du relais maintenant? Je sais par rapport à la C1300 que mon relais de protection doit obligatoirement déclencher en 200 millisecondes ou moins. Dans ce cas-là, je vais régler une temporisation de 120 millisecondes dans mon relais de protection si je considère que mon disjoncteur va mettre 80 millisecondes à déclencher. Donc ça, c'est par rapport aux lectures des fiches techniques du disjoncteur et par rapport éventuellement au test de recette que j'aurais fait à la réception de mon disjoncteur. Alors, dans Caneco TCC, comment ça va se traduire? Je vais dans mon champ ici venir rajouter un relais de protection. Alors, voici tout d'abord l'ensemble des éléments que je peux ajouter. Je peux rajouter un fusible BT, un fusible HT, un relais de protection HT, un disjoncteur BT, un transformateur pour les courbes de magnétisation, indiquer un courant d'emploi IB ou un courant de court-circuit IK. Ça va être pour justifier les réglages de nos protections. C'est-à-dire que si on met une courbe de déclenchement de protection et qu'en plus on rajoute une valeur d'IK, on comprendra plus facilement la lecture pourquoi la justification du réglage du seuil de la protection. Une étiquette type pour ajouter du texte librement sur le schéma, sur le graphe. Le câble, ça va être la tenue thermique de notre câble et une courbe manuelle pour décrire, par exemple, c'est une courbe que vous pourrez totalement modifier par vous-même à l'aide de 12 points pour décrire, par exemple, du matériel qui n'est pas présent dans nos bases de données. Et enfin, une courbe démarrage moteur pour faire la protection moteur.
Ici, on est sur un relais de protection HT, et avant de passer sur le CPAM 48, je tiens à vous préciser que tous les fusibles BT et disjoncteurs BT qui sont disponibles dans Caneco TCC, ce sont ceux également qui sont dans Caneco BT. Du coup, si vous voulez faire une étude de sélectivité d'une installation BT, vous pouvez le faire également avec Caneco TCC. Habituellement, ce logiciel est plus souvent utilisé avec la haute tension qu'avec la basse tension, mais il faut savoir que certains de nos utilisateurs utilisent Caneco TCC avec Caneco BT aussi. Ici, donc relais de protection acheté, je viens ajouter mon relais de protection et je vais choisir parmi la base de données de nos relais de protection. Donc on a des ABB, des CE, les anciens CE électromagnétiques. On a les micro-NR, Omar Zabal, les Schneider. Donc maintenant, Nikon et chez Schneider, puisqu'ils ont racheté l'activité relais de protection Areva. Tac, tac, tac. Et ici, on va dans la série des CPAM et on va prendre notre 48. Quand j'ai sélectionné mon CPAM 48, ici, il va automatiquement m'ajouter une courbe avec des points par défaut. Je vais pouvoir commencer par renseigner le nom que je veux donner à ma protection. Donc ici, je vais dire que c'est ma protection 1. Quel est le niveau de tension dans lequel elle sera employée? Pourquoi c'est important de définir le niveau de tension d'emploi de la protection ou de tout autre équipement? C'est parce que si vous regardez en haut de l'interface, tout en haut ici, vous avez une tension de référence. Et du coup, si jamais vous renseignez la tension de référence et la tension d'emploi de chacun des équipements, ça va vous permettre de représenter sur le même graphique des éléments de tension différentes, puisque en fait, le logiciel fera la transposition en courant de la courbe de l'équipement qui est dans un niveau de tension différent. Par exemple, si je mets un truc en 400 volts, un équipement en 400 volts, automatiquement sa courbe sera transposée de manière à pouvoir être lue sur la même courbe que les éléments en 20 kV. Qu'en est-il ensuite du réglage de mon relais de protection? Première chose qu'on nous demande, quelles sont les caractéristiques de du TC qui est associé à mon relais de protection pour faire la mesure en courant. Ici, par défaut, on me donne du 300 pour 1. Si je reviens sur mon installation HT, je vois que le courant d'emploi dans ma boucle, ici, c'est plutôt 200 ampères. Donc je suppose que mon TC qui sera choisi sera plutôt un 200 pour 1 ou un 200 pour 5, on verra bien. Mais ici, on va prendre un 200 pour 1 dans le cadre de la présentation. Voilà. Et là, pour la suite, ce que me propose le logiciel, c'est de régler 3 seuils en courant. En fait, c'est parce qu'il a vu dans le catalogue que le CPAM 48 disposait de 3 seuils en courant, dont le seuil bas, il pouvait être soit être utilisé en temps indépendant, soit être utilisé en courbe à temps dépendant. Donc, nous, ici, on va pas s'amuser à faire des choses trop compliquées pour cette simple présentation. On va rester à temps indépendant et même on va juste s'intéresser aux protections contre les IK. On va pas faire de protection de surcharge et autres. Donc on va pas utiliser les 3 seuils de protection disponibles dans ce CPAM 48. Je vais désactiver le seuil bas qui est en général utilisé pour protéger un aval de transformateur ou pour faire de la protection contre les surcharges, et l'instantané qui ne m'intéresse pas non plus. Et maintenant que j'ai désactivé ces 2 seuils, je me retrouve avec cette courbe-là toute simple, et je vais régler le seuil en courant. Ici, on a dit 1600 ampères, vous vous rappelez, c'est 8 fois 200 ampères. Et je vais régler la temporisation associée à mon seuil, c'est-à-dire les 120 millisecondes, pour que ces 120 millisecondes qui vont s'écouler entre le moment où le défaut est apparu et le moment où le relais donne l'ordre au disjoncteur de s'ouvrir, associé aux 80 millisecondes de déclenchement du disjoncteur, ça nous fasse un total de 0,2 secondes. Voilà, et vous voyez que la courbe s'est automatiquement bien placée. Et là, j'ai fait un réglage rapide de mon CPAM 48. Maintenant, si je passe à la suite de mon départ, la suite de mon installation, qu'est-ce que ça va être? En quoi ça va consister? Ça va être mon départ qui va être protégé, lui, par, on a dit, un CPAM 1000. Ce CPAM 1000, ici, il va falloir que je le coordonne, que je le place et que je le coordonne avec
c'est la protection du CPAM 48. En l'occurrence, il va falloir que je me pose la question, qu'est-ce que ce CPAM 1000 protège? Alors, il va protéger le câble 2 jusqu'au poste P1, le câble 3 jusqu'au poste P2, le câble 4 jusqu'au poste P3 et éventuellement le câble 5 jusqu'à l'aval de la protection des 2 sur 1 si jamais il m'arrive d'ouvrir le disjoncteur ici des 2 sur 1 et de laisser alimenter, c'est-à-dire de laisser fermer l'interrupteur qui est au niveau du poste P3. Ça, il faudra que je tienne compte de ça, éventuellement, si ce cas de figure peut se produire. Il faut que je détermine donc le courant de court-circuit biphasé mine au niveau du point le plus éloigné de la protection, donc soit le P3, soit l'aval de ma protection ici, et que je règle mon seuil en correspondance. Maintenant, il faut aussi que je m'assure que je sois sélectif avec la protection du CPAM 48. Le seuil du CPAM 48, et en l'occurrence qui est à 1600 ampères. Ici, si je fais mon calcul d'IK2, je vais me retrouver encore avec entre 3 et 4000 ampères en fonction de l'endroit où je me trouve dans la boucle. Du coup, le seuil le plus bas, ça va être 1600 ampères. Et il faut que je mette combien en dessous de 1600 ampères? À peu près 20% en dessous, on va se mettre aux alentours de 1400 ampères pour le réglage de mon CPAM 1000. Par contre, maintenant, qu'en est-il de ma temporisation du CPAM 1000. Ici, je vais être embêté parce que la C1300, EDF, via la C1300, m'impose un déclenchement très rapide au niveau de mon CPAM 48 en 200 millisecondes. Or, je sais qu'il me faut déjà à peu près 100 millisecondes pour que mon disjoncteur ici s'ouvre en 80 à 100 millisecondes. En l'occurrence, ici, j'ai une temporisation de 120 millisecondes. Ça veut dire qu'il faut que si j'ai un défaut sur mon câble 2, par exemple, il faut que j'ai coupé ce défaut en moins de 120 millisecondes, c'est-à-dire qu'il faut que le disjoncteur CPAM 1000, là, le relais CPAM 1000 détecte le défaut, fasse sa temporisation, envoie l'ordre au disjoncteur et que le disjoncteur s'ouvre avant que les 120 millisecondes se soient écoulées. Et ça va être très compliqué. Donc, on va pas réussir à mettre une temporisation ici pour avoir une sélectivité chronométrique. On va passer par un autre type de protection qui s'appelle la protection logique, où en fait on va mettre un lien logique entre les deux protections ici, et on va du coup se retrouver dans le cas où si j'ai un défaut ici qui est vu par les deux protections, la protection en aval va dire à la protection en amont, attention, j'ai vu le défaut, et la protection en amont va laisser plus de temps à la protection aval pour couper le défaut. C'est quoi ce plus de temps? Eh ben, la C1300 autorise cette pratique-là et donne 100 millisecondes de plus pour déclencher la protection aval avant la protection amont. Ce qui fait que le relais de protection ici donnera l'ordre d'ouverture non pas au bout de 120 millisecondes, mais au bout de 220 millisecondes. Alors, comment on va faire figurer ça dans Caneco TCC? Eh ben, je vous montre ça tout de suite. Alors, même pratique, là, je vais demander un relais de protection acheté. Je vais en ouvrir un nouveau. Je vais descendre... Ah, mince, excusez-moi, j'ai été trop vite. Donc là, j'ai mis un élément en plus. Là, je vais ajouter un CPAM 1000. Protection 2, je vais l'appeler. Je vais changer ses propriétés pour le mettre en rouge pour qu'il soit plus facilement différenciable graphiquement que le CPAM 48. Je vais régler donc son TC, ça va être certainement un 200 pour 1 ici aussi. Là, vous voyez qu'il ne dispose pas d'instantané. Celui-ci, il n'a qu'un seuil bas et un seuil haut. Je vais m'intéresser encore une fois qu'au seuil haut. Et là, je vais le régler à 1400 ampères. Voilà. La temporisation, donc on a vu qu'on ne pouvait pas la régler de manière à obtenir une sélectivité chronométrique. Toutefois, il faut quand même la régler de manière à être légèrement en dessous du CPAM 48, de telle manière à ce que cette temporisation plus la réserve de temporisation logique, c'est-à-dire les 100 millisecondes en plus accordées par la C1300, que l'on va mettre sur le CPAM 48, nous laisse le temps de déclencher. Donc ici, on va pouvoir mettre par exemple 80 millisecondes. Voilà. Ici, ah oui, ici je m'étais trompé, j'avais mis 200 millisecondes, il faut que je mette 0,12 sur le CPAM 48. Voilà. C'est l'allure de ma courbe qui m'a montré que je m'étais trompé. Voilà, donc j'ai bien un déclenchement en 120 millisecondes au niveau de mon relais de protection CPAM 48 et un déclenchement en 80 millisecondes au niveau de mon CPAM 1000.
Du coup, maintenant, il faut que je dise à mon CPAM 48 que il doit attendre 100 millisecondes de plus en cas de sélectivité logique, en cas où les deux protections voient le même défaut. Ça se passe dans le complément ici, dans la sélectivité logique. J'indique au logiciel que la protection déclenchera en 0,22 secondes, c'est-à-dire le relais de protection donnera l'ordre disjoncteur de se déclencher au bout de 220 millisecondes au lieu des 0,12 qu'il y avait à la base. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, qu'en est-il de la suite? Ben, si je reviens sur Kaneko HT, je vois que maintenant, il me reste à vérifier que mon câble tient bien le défaut par rapport au temps de protection de mon CPAM 1000. Je dois vérifier ensuite que ma courbe de fusion est adaptée pour la protection de ce câble et qu'elle ne sera pas perturbée par ce transformateur. Et je dois vérifier aussi que ce câble est bien protégé par ce fusible et qu'il n'y a pas de souci avec la protection BT. Alors, pour gagner du temps, ici, on a mis en place une passerelle entre Kaneko HT et Kaneko TCC qui permet en fait de sélectionner les liaisons qui m'intéressent. Voilà. Et de les transférer automatiquement de Kaneko HT. Je fais copier vers TCC. Et là, si j'arrive dans Kaneko TCC, je fais clic droit coller et j'ai directement les informations qui sont prises de Kaneko HT et qui sont mis directement dans Kaneko TCC. Alors, décrivons ensemble toutes ces informations qui sont arrivées d'un coup. Alors, ce qu'on dispose ici, ce dont on dispose ici, c'est les trois câbles. En fait, on a le câble 2, le câble 6 et le câble 7. Alors, à quoi ça correspond? Eh ben, le câble 2, c'est le câble HT qu'il y a au niveau entre le départ 1 et le poste 1. Le câble 6, c'est le départ HT vers le transformateur. Et ensuite, le câble 7, c'est le câble BT. Là, on constate que ces quatre câbles, dont la tenue thermique de ces quatre câbles est bien au-dessus de l'ensemble des protections. Donc, il n'y a aucun problème, quelle que soit la valeur du courant de court-circuit que je vais avoir sur mon installation, eh bien, mes câbles tiendront sans problème. Ensuite, que se passe-t-il au niveau de mon fusible? Ben, mon fusible, je vois dans un premier temps déjà qu'il n'est pas embêté par la courbe d'enclenchement, la courbe de validation de mon transformateur. Et maintenant, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est est-ce qu'il va déclencher rapidement, par exemple, pour un courant de court-circuit au niveau déjà éventuellement de mon transformateur, du primaire de mon transformateur, mais également en cas d'un défaut au niveau du câble aval. Ça c'est simple, je fais juste affichage, étiquette de résultat. Je vais demander d'afficher juste les IK de mine au niveau à tous les équipements et le logiciel va me lancer mon calcul et je vais avoir ma valeur de courant de court-circuit aussi au transformateur que au niveau du TGBT. Et là, je vais vérifier effectivement que mon fusible fond bien. Donc au niveau du primaire de mon transformateur, je vois ici que j'ai 5670 ampères. Je vais rajouter ici un IK que je vais appeler IK2 min pour courant biphasé minimum TR1 entre parenthèses P pour dire que c'est le primaire au niveau du primaire de mon transformateur TR1. J'ai dit que j'avais 5670 ampères. 5670 ampères. Et je suis bien en 20 kV, donc je n'ai plus qu'à valider. Et je vois que mon courant de court-circuit est largement supérieur à ce qui est nécessaire à mon comment dire au courant de court-circuit nécessaire à la fusion de mon fusible. Et j'en conclus donc que pour la protection du câble du primaire de mon transformateur, il n'y a aucun souci. Si je fais la même vérification par rapport au secondaire de mon transformateur, c'est-à-dire jusqu'au niveau de mon TGBT, ici je vois que j'ai 25 000 ampères au niveau de mon TGBT. Donc là, si je fais un autre IK que j'appelle IK2 min TGBT, que je dis que je suis bien en 400 volts ici et que je dis que j'ai 25 000 ampères,
et ben là je vois que mon fusible va bien fondre. Je vais faire un petit retour en arrière. Alors ce que j'ai fait, j'avais paramétré au début ici mes deux relais de protection, donc avec les hypothèses de calcul que vous avez vues. Ensuite, une fois que j'ai eu paramétré mes deux relais de protection, j'ai ensuite, comment dire, importer les données depuis Kaneko HT vers TCC de mes câbles, du transformateur et du fusible. Et là, ce que je suis en train de faire maintenant, c'est de vérifier que mon fusible est bien dimensionné. Première chose que j'ai regardé, c'est est-ce que mon transformateur ne vient pas perturber avec son courant de magnétisation la courbe de mon fusible. Pas de souci, le fusible est largement dessus, il n'y aura pas d'interférence entre les deux. Maintenant, ce que je vérifie, c'est est-ce que mon NICA2 mine aussi bien sur la liaison amont du transformateur au primaire du transformateur et au secondaire du transformateur est suffisant pour faire fondre mon fusible dans un temps compatible avec le bon fonctionnement de mon installation. Alors je vois que au niveau du primaire, il n'y a pas de souci, et je vois qu'au niveau du secondaire, je vais déclencher mon fusible à environ 200 millisecondes, entre 190 et 210 millisecondes. Alors, ça peut paraître beaucoup, d'autant qu'on a réglé la protection principale pour un déclenchement à 120 millisecondes pour un fonctionnement total à 200 millisecondes. Sauf que l'on voit ici que mon courant de défaut qui est au niveau du secondaire de mon transformateur, s'il vaut 25 000 ampères au niveau des 400 volts, si on passe en 20 kV, là, ça ne vaut plus que 500 ampères. Il y a le rapport de transformation inverse du transformateur à appliquer. Et au final, les 500 ampères sont largement inférieurs au seuil que l'on avait réglé, c'est-à-dire les 1400 et les 1600 ampères de nos relais de protection. Donc, pas de souci par rapport à la sélectivité avec les protections amont. D'autant plus que les câbles de notre boucle sont prévus pour faire passer du 200 ampères, donc c'est pas du 500 ampères pendant 200 millisecondes qui vont les abîmer. Dernière petite chose que l'on peut faire ici, c'est par exemple s'intéresser à la protection BT. Alors la protection BT, ici, il faut que je choisisse effectivement une protection. Là, je vois que j'ai 2253 ampères de courant d'emploi au secondaire de mon transformateur. Donc si je vais prendre un micro-jig, je vais prendre un micro-jig, un NS2500N par exemple, et voir si je peux faire un réglage sélectif entre la protection BT et le fusible HT. Pourquoi j'ai envie d'être sélectif à ce niveau-là? Eh ben, si je repars sur mon schéma de Kaneko HT ici, eh bien, je me dis que si jamais j'ai un défaut immédiatement en aval de mon TGBT, il faut que je m'assure absolument que ce soit la protection, donc le micro-jig ici, qui déclenche sur ce défaut, et non pas que ce soit le fusible. Et parce que du coup, il faudra que je réenclenche tout mon transformateur, ça risque d'être assez contraignant. Et il faut que je change mon fusible en plus. Alors, je choisis ici mon micro-jig qui va bien. Donc, typiquement, si je remonte là sur un calibre de 2500 ampères, voilà, je vais remontrer. Je vais prendre mon 2500, on va prendre un 5.0, de NS 2500N 5.0, et je le prends, et voici, il arrive directement sur ma courbe. Et là, je vois que directement, j'ai un endroit où les deux courbes viennent s'entrechoquer. Et il faut que je vérifie que à ce niveau-là, il n'y a pas de problème, et que je fasse un réglage éventuellement du magnétique et de l'instantané, de façon à m'assurer qu'il n'y ait pas de souci à ce niveau-là. Comment je fais pour vérifier s'il y a un souci ou pas? Eh ben, en gros, il faut que je m'assure que pour le plus gros des courants de court-circuit que j'ai au niveau de mon TGBT, ce soit bien toujours la protection du TGBT qui déclenche plus rapidement que le fusible, puisque le fusible, il va déclencher rapidement sur un gros courant de court-circuit. Ce gros courant de court-circuit, ça va être l'IK3 max au niveau de mon TGBT. Et ben là, il suffit que je demande au logiciel Kaneko HT de me calculer mon IK3 max. Et ben là, je le fais. C'est en cours de calcul.
Voilà. Et là, il me dit que j'ai 33 386 ampères au niveau de mon TGBT. Si je rajoute mon courant ici de court-circuit, toujours en 400 volts. Ah mince, là je me suis trompé, j'ai mis ça dans le nom, excusez-moi. Donc 33 386. Et là, je l'appelle IK3 Max TGBT. Voilà. Et ici, qu'est-ce que je peux constater? Eh ben, je peux constater que je tombe pile poil dans la zone où je suis en incertitude. Au final, il va falloir que je m'arrange soit en réglant de manière plus appropriée mes seuils de déclenchement. Typiquement, là, si je peux diminuer l'instantané, si je passe à, par exemple, 5000 ici. Voilà. Je vais peut-être ici améliorer le comportement de mon disjoncteur. Donc en jouant sur mes réglages, je vais voir si je peux améliorer effectivement ma sélectivité. Ici, c'est pas encore gagné. Et si jamais je peux pas, eh ben, je serai soit obligé de changer de disjoncteur, soit éventuellement je serai obligé d'augmenter le calibre de mon fusible. Ce qui dans le catalogue Solifuse ici n'est pas possible puisqu'on a atteint le calibre maximum. Donc il faudra toujours que je trouve une solution technique pour améliorer mon problème. Voici ce que vous permet de faire Caneco TCC. Il vous permet de faire toute cette vérification, toute cette visualisation. Alors après, sachant que il y a une liste des réglages qui est éditée, vous voyez, il y a ce tableau-là qui va reprendre tout l'ensemble des réglages possibles dans Caneco, excusez-moi, tous les réglages possibles au niveau des relais de protection, donc les seuils, les informations au niveau du TC, si on utilise un TOR éventuellement, parce que toute la partie que je n'ai pas traitée à présent, c'est la protection terre. Il va falloir que je recommence exactement la même chose, mais cette fois-ci en m'intéressant aux défauts terre. Ça, je ne vais pas le faire ici, bien entendu, pour des raisons de temps. Mais sachez que donc une étude de sélectivité complète, c'est pour chaque association de zones de protection, on fait à chaque fois une étude phase et une étude défaut terre, phase terre. Voilà, je pense avoir fait un tour assez complet. Bon, il y a toujours des détails que je ne montre pas, donc de nos deux logiciels Caneco HT et Caneco TCC. Si vous avez d'autres questions d'ordre technique, je vais vous remettre mes coordonnées au niveau de l'écran. N'hésitez pas à me contacter de préférence par mail ou éventuellement par téléphone si c'est vraiment une question qui peut se régler rapidement par téléphone. Et pour toute autre information, je vous invite soit à contacter directement le standard Alpi, soit à vous rapprocher de votre interlocuteur commercial si jamais vous avez besoin d'un devis ou de toute autre information. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Je suis encore désolé de ne pas pouvoir répondre à vos questions, mais là, en ce moment, vous êtes actuellement 29 connectés et faire un tour de table, ça prendrait beaucoup de temps. Donc, n'hésitez pas encore une fois à me contacter si vous avez des questions. Et je vous dis certainement à bientôt.